Dans le calme apparent du pavillon des fleurs, Blanche avait décidé de reprendre le contrôle d'une situation qui lui avait échappé depuis trop longtemps, comme si chaque regard détourné et chaque murmure dans son dos avait laissé en elle une trace silencieuse qu'elle refusait désormais d'ignorer, déterminée à transformer ce malaise diffus en une occasion de dialogue sincère et profond entre les habitants du quartier. Autour d'elle, les visages familiers de Jawad, Louisa et William reflétaient une certaine curiosité mêlée d'hésitation, car personne ne savait réellement à quoi s'attendre dans cette réunion annoncée comme une simple discussion mais qui portait en réalité un enjeu bien plus intime, celui de mettre à nu des pensées souvent dissimulées derrière des réflexes ou des habitudes sociales ancrées depuis des années. Blanche, avec une douceur maîtrisée mais une fermeté perceptible, introduisit l'exercice en expliquant que chacun allait devoir tirer une question au hasard et y répondre spontanément, sans filtre ni préparation, une manière de confronter les idées préconçues à la réalité de leurs propres mots, comme si la vérité surgissait justement dans ces instants d'improvisation où l'esprit n'a pas le temps de se protéger. Jawad fut le premier à se lancer, et lorsqu'il lut la question qui lui était destinée, un léger sourire s'esquissa sur ses lèvres, comme s'il ne mesurait pas encore le poids de ses propres paroles, avant de répondre avec une simplicité désarmante, évoquant ses « petites mamies » qu'il croisait souvent et qu'il trouvait « cool », sans percevoir immédiatement la connotation réductrice qui se cachait derrière ces mots apparemment anodins. À cet instant précis, Blanche inclina légèrement la tête, son regard se faisant plus attentif, non pas pour juger mais pour inviter à une prise de conscience, car elle savait que ces expressions du quotidien, utilisées sans malice, étaient pourtant le reflet d'une vision fragmentée du monde, une vision qui enferme les autres dans des catégories simplifiées et les prive de leur complexité humaine. Dans le même temps, Louisa observait la scène avec une intensité croissante, comme si chaque échange venait bousculer quelque chose en elle, une vérité qu'elle n'avait jamais vraiment osé examiner, tandis que William restait en retrait, les bras croisés, tentant de dissimuler un certain inconfort face à cet exercice qui obligeait chacun à se dévoiler plus qu'il ne l'aurait souhaité. C'est alors que Blanche reprit la parole, synthétisant avec précision ce qui venait de se jouer sous leurs yeux, expliquant que l'on croit souvent comprendre les autres alors que l'on ne perçoit qu'une partie de leur réalité, et que ces jugements rapides, presque invisibles, façonnent des barrières entre les individus, des barrières qui finissent par isoler autant qu'elles protègent. Ces mots résonnèrent dans la pièce comme une évidence difficile à contester, et peu à peu, l'atmosphère se transforma, laissant place à une forme de vulnérabilité partagée, où chacun semblait reconnaître, au moins en partie, sa propre responsabilité dans ces mécanismes invisibles qui nourrissent les malentendus et les tensions du quotidien. À ce moment-là, Louisa prit la parole à son tour, sa voix légèrement tremblante mais sincère, confessant qu'elle venait de réaliser à quel point elle pouvait elle-même être enfermée dans le jugement des autres, une prise de conscience qui ne relevait pas d'une simple réflexion intellectuelle mais d'un véritable bouleversement intérieur, comme si une porte venait de s'ouvrir en elle. Blanche accueillit ces mots avec un sourire discret, consciente que ce type d'aveu marquait le début d'un changement réel, et lorsque Louisa lui demanda si elle pouvait reprendre ce concept de quiz pour le proposer à ses propres amis, elle accepta avec une bienveillance évidente, heureuse de voir son initiative dépasser le cadre de cette simple réunion pour devenir un outil de réflexion plus large. Pendant ce temps, l'énergie du groupe semblait s'être apaisée, laissant place à une forme de connexion inattendue, comme si chacun, en acceptant de reconnaître ses limites, avait trouvé un terrain commun avec les autres, un espace où les différences ne constituaient plus une menace mais une richesse à explorer. Mais cette accalmie fut brutalement interrompue par l'arrivée soudaine de Didier, dont la présence imposante et la colère visible tranchèrent immédiatement avec la douceur qui s'était installée, rappelant à tous que le conflit n'était jamais vraiment loin et qu'il suffisait parfois d'un instant pour faire ressurgir les tensions les plus profondes. Le regard de Blanche se durcit imperceptiblement lorsqu'elle comprit la raison de cette intrusion, car Didier venait d'apprendre que William avait porté plainte contre lui, une décision qui, pour lui, représentait une trahison insupportable, alimentant une rage qu'il ne cherchait même pas à dissimuler en pénétrant dans le pavillon avec une agressivité assumée. Face à cette confrontation, Blanche ne recula pas, bien au contraire, elle se redressa légèrement, comme si tout ce qu'elle venait d'expliquer trouvait ici sa mise à l'épreuve concrète, et elle rappela calmement mais fermement à Didier qu'il avait lui-même contribué à la situation en manipulant les autres et en attisant les divisions au sein du quartier. Ces paroles, loin d'être une simple défense, portaient en elles une forme de vérité que Didier refusait d'entendre, et lorsque Blanche lui ordonna de quitter les lieux, ce geste ne relevait pas seulement d'une autorité morale mais d'une nécessité, celle de protéger l'espace qu'elle avait tenté de reconstruire avec patience et sincérité. Dans le silence qui suivit son départ, un sentiment étrange s'installa parmi les participants,
mélange de soulagement et d'incertitude, car si Blanche venait de reprendre une forme de pouvoir sur la situation, personne ne pouvait encore dire si cette confrontation marquait réellement le début d'un apaisement durable ou simplement une pause avant de nouveaux affrontements. Pendant ce temps, ailleurs, dans un décor radicalement différent, une autre tension se préparait, plus silencieuse mais tout aussi menaçante, car dans la villa secondaire des Kepler, chaque détail du lieu portait en lui un secret enfoui, un secret que le simple fait de franchir le seuil pouvait suffire à réveiller. Thomas et Gabriel, émerveillés par la beauté de la maison et la vue imprenable sur la mer, ne pouvaient imaginer que ce lieu idyllique était en réalité le théâtre d'un drame passé, un drame dont les conséquences n'avaient jamais réellement disparu, dissimulé sous la surface comme une vérité prête à surgir au moindre faux pas. Vanessa, quant à elle, guidait la visite avec une aisance parfaite, maîtrisant chaque mot, chaque geste, comme si elle cherchait à contrôler non seulement l'image qu'elle donnait de cette maison, mais aussi tout ce qu'elle contenait encore de non-dit, consciente que certaines vérités, une fois révélées, ne pourraient plus jamais être effacées. C'est alors que, dans le jardin de la copropriété, une rencontre inattendue vint troubler cet équilibre fragile, lorsque le voisin, visiblement agacé, interpella Vanessa pour lui rappeler les règles strictes interdisant toute location commerciale, une remarque qui, au-delà de son aspect administratif, la força à improviser une réponse destinée à protéger ses intérêts. Mais lorsque cet homme évoqua la présence récente d'une jeune fille dans la maison, un détail en apparence anodin, Vanessa sentit une inquiétude immédiate la traverser, comme si cette information venait confirmer un soupçon qu'elle refusait encore de formuler pleinement, celui du retour clandestin de sa propre fille dans ce lieu chargé de secrets. À cet instant précis, tout bascula imperceptiblement dans son esprit, car elle comprit que la situation lui échappait peut-être plus qu'elle ne l'avait imaginé, et que les décisions qu'elle s'apprêtait à prendre pourraient avoir des conséquences bien plus graves que la simple vente d'une propriété. Dans le même temps, loin de là, Ophélie tentait désespérément de maintenir les apparences, offrant à Aya un foulard en guise de réconciliation, un geste qui, derrière sa simplicité apparente, cachait une stratégie plus profonde, celle d'effacer toute trace de méfiance liée à la lettre qu'elle avait écrite et qui menaçait désormais de se retourner contre elle. Mais sous ce masque de calme et de gentillesse, une peur sourde grandissait en elle, une peur qu'elle ne pouvait partager avec personne, car elle savait que le moindre faux pas, la moindre révélation, pourrait suffire à faire remonter à la surface un passé qu'elle avait tenté d'enterrer au sens le plus littéral du terme. Et lorsque son téléphone vibra, affichant un message de Vanessa lui ordonnant de ne plus remettre les pieds dans la villa, cette peur se transforma en panique réelle, car elle comprit immédiatement ce que cela impliquait, la maison allait changer de main, et avec elle, le risque que quelqu'un découvre ce qui était caché depuis trop longtemps. Aya, sans mesurer l'ampleur de ce qui se jouait, mentionna alors que Thomas et Gabriel allaient louer la maison en attendant sa vente, une information qui, pour Ophélie, résonna comme une condamnation imminente, car elle savait que chaque pas dans ce jardin, chaque regard posé sur la terre, pouvait devenir le point de départ d'une vérité impossible à contenir. À ce moment-là, son esprit s'emballa, imaginant 1000 scénarios où le corps d'Hugo serait découvert, où les mensonges s'effondreraient, où tout ce qu'elle avait tenté de préserver disparaîtrait en un instant, laissant derrière elle non seulement la culpabilité, mais aussi les conséquences irréversibles de ses actes. Pendant ce temps, dans le massif de la Sainte-Baume, une autre tragédie se dessinait lentement, portée par la fatigue, la douleur et l'incertitude, alors qu'Arthur, Laura et Barbara tentaient de joindre Nadia sans succès, chaque silence du talkie-walkie renforçant un peu plus l'angoisse qui pesait sur eux. Le soleil écrasant, la soif et l'épuisement rendaient chaque minute plus difficile que la précédente, et Arthur, déjà affaibli par sa blessure au bras, sentait la douleur s'intensifier à mesure que le temps passait, comme si son propre corps devenait un obstacle supplémentaire dans une situation déjà critique. Dans ce paysage hostile, où chaque décision pouvait faire basculer l'équilibre fragile entre espoir et désespoir, le groupe comprit qu'il ne pouvait plus se permettre d'agir impulsivement, choisissant d'attendre plutôt que de risquer de tomber dans un piège tendu par Nadia, une attente lourde de conséquences et d'incertitudes. Et c'est précisément dans cette tension silencieuse que la voix de Nadia finit par résonner à travers le talkie-walkie, brisant le silence avec une proposition inattendue, celle d'un échange qui pourrait enfin mettre fin à cette situation, mais dont personne ne pouvait garantir l'issue réelle. Laura, consciente des risques mais déterminée à sauver Jennifer et Yolande, accepta ce marché, sachant que chaque décision prise à cet instant pourrait changer le cours des événements de manière irréversible, dans un jeu dangereux où la confiance n'avait plus vraiment sa place. Ainsi, alors que chaque camp se préparait à ce face-à-face décisif, une sensation étrange s'imposait peu à peu,
celle que ce qui allait suivre dépasserait largement le cadre d'une simple négociation, et que le véritable drame, celui que personne ne pouvait encore anticiper, était déjà en train de se mettre en place, prêt à frapper au moment le plus inattendu. Au commissariat, l'atmosphère était tout aussi tendue, mais d'une tension plus froide, plus méthodique, celle qui naît lorsque les pièces d'un puzzle commencent enfin à s'assembler sans pour autant révéler encore l'image complète, laissant les enquêteurs dans un entre-deux où chaque découverte ouvre de nouvelles questions plutôt qu'elle n'apporte de réponses définitives. Stanislas, concentré, présenta à Bauer la photographie de la femme identifiée comme étant celle qui avait remis de l'argent à Suzanne Commander, et lorsque le nom de Nadia fut prononcé, un silence lourd s'installa dans la pièce, comme si chacun mesurait instinctivement la portée de cette révélation qui reliait désormais plusieurs événements jusque-là considérés comme distincts. Morgan, en entendant ce nom, sentit une inquiétude immédiate la traverser, une intuition presque viscérale qui la poussa à faire un lien qu'elle n'aurait pas voulu établir, celui entre Nadia et Arthur, dont elle connaissait l'existence à travers Laura, réalisant soudain que les disparitions récentes n'étaient probablement pas de simples coïncidences mais les éléments d'un plan bien plus vaste. Dans le même temps, Bauer tenta de maintenir une approche rationnelle, rappelant que les faits devaient être vérifiés avant toute conclusion hâtive, mais même lui ne pouvait ignorer que l'implication potentielle d'Arthur dans cette affaire compliquait considérablement la situation, introduisant une dimension personnelle qui risquait de brouiller les lignes entre devoir professionnel et attachement humain. Pendant ce temps, sur le terrain, la chaleur pesante du massif de la Sainte-Baume semblait ralentir le cours du temps, transformant chaque seconde en une épreuve physique et mentale pour Arthur, Laura et Barbara, dont les forces diminuaient progressivement sous l'effet combiné de la fatigue, de la soif et de la tension accumulée. Arthur, en particulier, luttait pour rester lucide malgré la douleur lancinante qui irradiait depuis sa blessure au bras, une douleur qu'il tentait de dissimuler pour ne pas inquiéter davantage Laura, mais qui se manifestait dans chacun de ses gestes, dans chaque respiration un peu trop courte, comme un rappel constant de sa vulnérabilité dans un environnement déjà hostile. Barbara, attentive, observait ces signes sans les commenter directement, consciente que le moment n'était pas à la faiblesse mais à la résistance, tout en ressentant une inquiétude croissante face à la situation qui leur échappait peu à peu, comme si chaque minute passée à attendre les rapprochait davantage d'un point de rupture. C'est alors que le talkie-walkie grésilla de nouveau, et la voix de Nadia s'imposa dans le silence, plus claire cette fois, plus déterminée aussi, comme si elle avait décidé de reprendre le contrôle d'une situation qu'elle avait elle-même contribué à rendre instable, proposant un échange qui semblait offrir une issue possible à cette impasse. Laura, malgré la méfiance qui l'habitait, accepta le principe de cet échange, mais en posant ses propres conditions, exigeant que Jennifer et Yolande soient rendues en échange des bougies, une demande qui traduisait à la fois son attachement à ses amis et sa volonté de ne pas céder entièrement face à Nadia. Dans ce dialogue à distance, chaque mot semblait peser, calculé, comme si la moindre erreur pouvait faire basculer l'équilibre fragile qui venait de se créer, et lorsque Nadia accepta finalement les termes de cet échange, une forme de soulagement se fit sentir, bien que teintée d'une inquiétude persistante quant à la sincérité de cet accord. Au port de Marseille, l'enquête suivait son cours avec une intensité croissante, Stanislas et Morgan tentant de retracer les mouvements d'Arthur et de Nadia, convaincus désormais que leur implication dans la fuite de Dassari ne relevait plus du doute mais d'une réalité qu'il fallait confirmer et comprendre dans ses moindres détails. Morgan, de plus en plus troublée, ne pouvait s'empêcher de penser à Laura, imaginant les dangers auxquels elle pouvait être confrontée sans en avoir pleinement conscience, ce qui ajoutait à son inquiétude une dimension personnelle qu'elle peinait à contenir, oscillant entre le besoin d'agir et l'impossibilité de le faire immédiatement. Pendant ce temps, le point de rendez-vous approchait, et avec lui une tension presque palpable, comme si l'air lui-même se chargeait d'une énergie lourde, prête à éclater au moindre faux mouvement, chaque protagoniste avançant avec la conscience aiguë que cette rencontre pouvait tout autant résoudre la situation que la faire dégénérer. Barbara fut la première à apercevoir Jennifer et Yolande, accompagnées de Nadia, une vision qui, pendant une fraction de seconde, lui apporta un soulagement sincère, celui de constater que ses amis étaient encore en vie, même si leur état physique et émotionnel témoignait des épreuves qu'elle venait de traverser. Mais ce soulagement fut de courte durée, car Laura surgit presque immédiatement, arme à la main, pointant Nadia avec une détermination qui ne laissait place à aucune hésitation, comme si elle avait décidé de reprendre le contrôle de la situation par la force, refusant de se fier à un accord qu'elle jugeait trop fragile pour être respecté. Nadia, prise de court par cette initiative, tenta de maintenir son calme, mais la tension monta d'un cran, transformant cette rencontre en un face-à-face explosif où chaque geste pouvait être interprété comme une menace,
chaque regard comme une provocation, dans un équilibre précaire sur le point de se rompre. C'est alors qu'un élément imprévu vint bouleverser cette confrontation déjà instable, lorsque le petit ami de Nadia fit irruption, arme à la main, retournant instantanément la situation en sa faveur, créant une asymétrie de pouvoir qui força Laura à reconsidérer sa position. Face à cette menace directe, Laura comprit qu'elle n'avait d'autre choix que de poser son arme, un geste qui, bien que stratégique, représentait aussi une perte de contrôle immédiate, laissant Nadia récupérer l'arme et inverser le rapport de force, plaçant Laura à son tour en position de vulnérabilité. Dans cet instant suspendu, où deux armes étaient désormais braquées sur elle, Laura ressentit le poids de ses décisions, consciente que la moindre erreur pouvait coûter la vie à ceux qu'elle tentait de protéger, mais refusant malgré tout de céder à la panique, cherchant désespérément une issue dans une situation qui semblait se refermer sur elle. Jennifer, observant la scène, comprit que l'équilibre était en train de basculer dangereusement, et dans un élan instinctif, presque désespéré, elle chercha un moyen de reprendre l'avantage, ses yeux se posant sur une pierre au sol qui, dans cet instant critique, devint une possibilité, une chance infime mais réelle de renverser la situation. Son geste fut rapide, presque imperceptible, mais chargé d'une intention claire, celle de frapper le braconnier pour permettre à Laura de reprendre le contrôle, un acte de courage qui traduisait à la fois sa peur et sa détermination à ne pas rester passif face au danger imminent. Mais cette tentative, aussi audacieuse soit-elle, ne se déroula pas comme elle l'avait espéré, car le braconnier, alerté par un mouvement ou un bruit, se retourna brusquement, interceptant Jennifer avant qu'elle ne puisse porter son coup, transformant son initiative en un piège dont elle devenait la victime. Dans un geste brutal, dénué de toute hésitation, il l'attrapa par le col, imposant une domination physique immédiate qui la priva de toute possibilité de résistance, et dans cet instant où tout sembla ralentir, où chaque regard se figea, la violence de la situation atteignit son paroxysme. Sans un mot, sans même un regard en arrière, il la poussa dans le vide, un geste aussi soudain qu'irréversible, qui transforma en une fraction de seconde cette confrontation tendue en une tragédie dont personne ne pouvait encore mesurer les conséquences réelles. Le silence qui suivit fut d'une intensité insoutenable, comme si le monde lui-même refusait d'accepter ce qui venait de se produire, laissant Laura, Barbara et les autres figés dans un mélange de stupeur, d'incompréhension et de terreur face à l'abîme qui venait d'engloutir Jennifer. À cet instant précis, plus rien n'était certain, plus rien n'était contrôlable, et une seule question s'imposait, brutale, inévitable, suspendue dans l'air comme une condamnation. Jennifer avait-elle survécu à cette chute, ou venait-elle de disparaître à jamais dans le silence du massif? Dans les secondes qui suivirent la chute de Jennifer, le temps sembla se dilater de manière irréelle, comme si chacun des protagonistes refusait instinctivement de croire à ce qui venait de se produire, incapable d'accepter que la violence de cet instant ait réellement franchi le seuil de l'irréparable, laissant derrière elle un vide aussi brutal que silencieux. Laura fut la première à réagir, non pas par un mouvement réfléchi, mais par un élan viscéral qui la poussa vers le bord du précipice, son cœur battant à une vitesse incontrôlable tandis qu'elle tentait de distinguer quelque chose, n'importe quoi, dans l'abîme où Jennifer venait de disparaître, espérant désespérément un signe de vie. Barbara, figée quelques instants plus tôt, retrouva à son tour ses esprits, et la peur qu'elle ressentait se transforma en une urgence presque douloureuse, celle de ne pas rester immobile face à une situation qui exigeait une réaction immédiate, même si aucune d'elles ne savait réellement quoi faire dans un tel chaos. Dans le même temps, Nadia observait la scène avec une tension visible, comme si la violence de l'acte commis par son compagnon venait de franchir une limite qu'elle n'avait pas anticipée, une limite qui transformait un plan déjà dangereux en une situation incontrôlable, échappant désormais à toute logique initiale. Le braconnier, quant à lui, resta impassible, comme détaché de la gravité de son geste, ce qui ne fit qu'accentuer l'horreur ressentie par les autres, car cette absence d'émotion donnait à la scène une dimension encore plus inquiétante, comme si la vie humaine n'avait plus aucune valeur dans ce contexte. À cet instant, Laura comprit que tout avait basculé, que la priorité n'était plus de négocier ou de reprendre le dessus, mais de sauver ce qui pouvait encore l'être, même si cela impliquait de prendre des risques considérables, car l'idée de perdre Jennifer sans agir lui était tout simplement insupportable. Dans un geste brusque, elle tenta de s'approcher davantage du bord, ignorant les menaces qui pesaient encore sur elle, comme si l'instinct de protection avait pris le dessus sur toute autre considération, réduisant la situation à une seule urgence, retrouver Jennifer, vivante ou non. Pendant ce temps, Yolande, affaiblie mais consciente, assistait à la scène avec une détresse palpable, incapable d'intervenir mais profondément marquée par ce qu'elle venait de voir,
comme si chaque seconde passée dans cette situation la rapprochait un peu plus d'un point de rupture émotionnelle. Barbara, malgré la peur qui la paralysait encore partiellement, tenta de retenir Laura, consciente que se précipiter sans réfléchir pouvait aggraver la situation, mais ses paroles semblaient se perdre dans le tumulte des émotions, incapable d'atteindre Laura qui ne voyait plus que le vide devant elle. Dans le même temps, Nadia échangea un regard furtif avec son compagnon, un regard chargé d'une tension nouvelle, car même si elle avait orchestré cette confrontation, elle n'avait peut-être pas anticipé une issue aussi extrême, et cette prise de conscience commençait à fissurer son assurance. Le silence qui suivit fut presque plus insoutenable que l'acte lui-même, car il laissait place à toutes les hypothèses, à toutes les peurs, chacun imaginant le pire sans pouvoir le confirmer, suspendu dans une attente qui semblait ne jamais devoir se terminer. Pendant ce temps, au commissariat, l'enquête continuait d'avancer, mais sans que les policiers ne puissent encore mesurer l'ampleur de ce qui venait de se produire sur le terrain, ce décalage entre les faits et leur perception ajoutant une dimension tragique à la situation. Morgan, toujours préoccupé, multipliait les tentatives pour obtenir des informations supplémentaires, sentant que quelque chose d'important leur échappait, une intuition persistante qui la poussait à ne pas relâcher son attention malgré l'absence de preuves concrètes. Bauer, de son côté, tentait de garder une vision globale de l'affaire, reliant les éléments entre eux avec une rigueur méthodique, mais même lui ne pouvait ignorer que le facteur humain, les liens familiaux et affectifs, rendaient cette enquête particulièrement complexe. Dans le même temps, au port, Stanislas poursuivait ses recherches, espérant trouver une trace permettant de localiser Arthur et Nadia, sans savoir que la situation avait déjà atteint un niveau de gravité bien supérieur à ce qu'il pouvait imaginer. Sur le terrain, Laura finit par se pencher suffisamment pour apercevoir une forme indistincte en contrebas, son souffle se coupant instantanément à cette vision floue mais terrifiante, incapable de déterminer si Jennifer était encore en vie ou si elle venait de sombrer dans un silence définitif. Cette incertitude, loin de la rassurer, renforça son angoisse, car elle la plaçait face à une réalité insupportable, celle de ne pas savoir, de ne pas pouvoir agir immédiatement, de devoir attendre alors que chaque seconde pouvait être décisive. Barbara, comprenant l'importance de garder un minimum de contrôle, tenta de reprendre la situation en main, cherchant à apaiser Laura tout en surveillant les mouvements de Nadia et de son compagnon, consciente que le danger n'avait pas disparu et qu'il pouvait ressurgir à tout moment. Dans cet équilibre précaire, chaque geste, chaque parole devait être mesurée, car la moindre erreur pouvait entraîner de nouvelles conséquences dramatiques, dans un enchaînement où plus rien ne semblait pouvoir être maîtrisé. Pendant ce temps, Ophélie, loin de ces événements, continuait de lutter contre sa propre peur, ignorant encore le drame qui venait de se jouer mais ressentant malgré tout une tension croissante, comme si son instinct lui signalait que quelque chose était sur le point de se produire. Elle repensait à la villa, à ce jardin qu'elle avait tenté d'oublier, à ce secret enfoui qui menaçait de refaire surface, et plus elle y pensait, plus l'idée que Thomas et Gabriel puissent s'y installer devenait insupportable, presque impossible à accepter. Dans son esprit, les images se superposaient, mêlant passé et présent, réalité et anticipation, jusqu'à créer une forme d'angoisse diffuse qui ne la quittait plus, une sensation d'étouffement qu'elle ne pouvait partager avec personne sans risquer de tout révéler. Au même moment, Vanessa, de son côté, commençait à assembler les éléments qui lui manquaient, le témoignage du voisin, l'attitude étrange d'Ophélie, les allées et venues suspectes autour de la villa, tout convergeant vers une vérité qu'elle n'était pas encore prête à affronter pleinement. Cette intuition, encore floue mais persistante, la poussa à accélérer ses décisions, notamment celle de vendre la maison rapidement, comme si se débarrasser du lieu pouvait suffire à effacer ce qu'il contenait encore de dangereux. Mais au fond d'elle-même, elle savait que certaines vérités ne disparaissent pas avec les murs qui les abritent, et que tôt ou tard, ce qui avait été enfoui finirait par remonter à la surface, d'une manière ou d'une autre. Dans le massif, la tension restait à son comble, Laura refusant toujours de quitter le bord du précipice, comme si s'éloigner signifiait abandonner Jennifer, une idée qu'elle ne pouvait accepter, même face au danger immédiat. Nadia, voyant la situation lui échapper, tenta de reprendre le contrôle par la parole, cherchant à calmer les esprits, mais ses mots semblaient désormais vides de sens face à la gravité de ce qui venait de se produire, incapable d'effacer l'image de Jennifer basculant dans le vide. Le braconnier, toujours armé, restait une menace constante, rappelant à tous que la situation pouvait encore dégénérer, que rien n'était terminé, et que la violence pouvait frapper à nouveau sans avertissement. Dans cet instant suspendu, où chaque protagoniste se retrouvait confronté à ses propres limites, une vérité s'imposait peu à peu,
ce qui venait de se passer ne pouvait plus être annulé, et les conséquences de cet acte allaient se répercuter bien au-delà de ce moment précis. Laura, les yeux fixés sur le vide, serra les poings, incapable d'accepter l'idée de perdre Jennifer sans se battre jusqu'au bout, et dans ce mélange de colère, de peur et de détermination, elle trouva une force nouvelle, celle qui naît lorsque tout semble perdu mais que l'on refuse encore d'abandonner. Ainsi, alors que le soleil continuait de brûler le massif et que le silence pesait comme une chape de plomb, une chose devenait certaine, le drame qui venait de se produire n'était que le début d'une série d'événements qui allaient bouleverser chacun d'eux, bien au-delà de ce qu'ils pouvaient encore imaginer. À mesure que les secondes s'étiraient dans une tension presque insoutenable, Laura sentit que rester immobile n'était plus une option, comme si chaque instant d'hésitation risquait d'éloigner Jennifer un peu plus de toute possibilité de survie, transformant cette attente en une forme de culpabilité qu'elle refusait d'accepter. Dans un élan mêlé de détermination et de désespoir, elle chercha rapidement autour d'elle un moyen d'accéder à la zone en contrebas, scrutant le terrain avec une intensité presque fébrile, consciente que la moindre erreur pourrait lui coûter cher, mais refusant malgré tout de céder à la peur qui menaçait de la paralyser. Barbara, comprenant l'urgence de la situation, tenta d'adopter une approche plus réfléchie, analysant le relief escarpé du massif pour identifier un passage praticable, même si chaque solution semblait dangereuse, voire impraticable, comme si la nature elle-même s'opposait à toute tentative de réparation de ce qui venait de se produire. Dans le même temps, Yolande, toujours sous le choc, peinait à reprendre ses esprits, ses pensées envahies par l'image de Jennifer disparaissant dans le vide, une scène qui semblait s'être imprimée en elle avec une violence telle qu'elle en perdait presque toute capacité à réagir. Face à cette situation, Nadia tenta une nouvelle fois d'intervenir, cherchant à imposer une forme de calme dans un contexte où plus rien ne semblait contrôlable, mais ses paroles se heurtaient à une réalité trop brutale pour être apaisées par de simples mots, révélant à quel point elle avait perdu la maîtrise des événements. Le regard qu'elle lança à son compagnon trahissait une inquiétude qu'elle ne cherchait plus à dissimuler, car même si elle avait accepté de jouer un rôle dans cette affaire, elle n'avait sans doute pas envisagé que les choses puissent aller aussi loin, que la violence puisse atteindre un tel point de non-retour. Le braconnier, quant à lui, demeurait une présence menaçante, immobile mais prêt à agir, son arme toujours visible rappelant à tous que le danger immédiat n'avait pas disparu, et que toute tentative précipitée pouvait déclencher une nouvelle escalade. Dans cet équilibre fragile, Barbara comprit qu'il fallait à la fois agir et gagner du temps, deux objectifs contradictoires mais essentiels, et elle tenta d'attirer l'attention de Nadia sur la nécessité de vérifier l'état de Jennifer, utilisant cette urgence comme un levier pour détourner momentanément l'attention. Cette suggestion, bien que risquée, eut le mérite de créer une brèche dans la dynamique de confrontation, car elle introduisait une priorité commune, celle de savoir si Jennifer était encore en vie, une question qui dépassait momentanément les intérêts individuels. Laura, saisissant cette opportunité, proposa à son tour d'aller vérifier en contrebas, consciente que cela impliquait de se mettre en danger mais refusant de laisser quelqu'un d'autre prendre cette responsabilité, comme si ce choix relevait pour elle d'une évidence morale. Nadia hésita, tiraillée entre la méfiance et la nécessité d'obtenir une réponse, et dans cette hésitation se lisait toute la fragilité de sa position, car elle n'était plus seulement une adversaire mais aussi une personne confrontée aux conséquences de ses propres décisions. Pendant ce temps, au commissariat, l'enquête prenait une tournure plus urgente, car les éléments accumulés commençaient à indiquer que la situation sur le terrain pouvait dégénérer à tout moment, poussant Bauer à envisager une intervention plus rapide et plus directe. Morgan, de plus en plus inquiète, insistait sur la nécessité d'agir sans attendre, son intuition lui dictant que le temps jouait désormais contre eux, et que chaque minute perdue pouvait avoir des conséquences irréversibles pour les personnes impliquées. Dans le même temps, Stanislas poursuivait ses recherches avec une détermination accrue, tentant de localiser précisément la zone où Arthur et Nadia avaient été aperçus, comme si cette localisation devenait la clé permettant de transformer une enquête théorique en action concrète. Sur le terrain, la décision finit par être prise, et Laura commença à descendre prudemment le long de la pente, chaque pas mesuré, chaque prise testée avec une attention extrême, consciente que la moindre erreur pourrait la précipiter à son tour dans le vide. Barbara, restée en haut, suivait chacun de ses mouvements avec une angoisse palpable, prête à intervenir au moindre signe de danger, tandis que Yolande, toujours affaiblie, observait la scène avec un mélange d'espoir et de peur, comme si tout dépendait désormais de cette descente. Le silence s'imposa à nouveau, un silence lourd, seulement interrompu par le bruit des pierres qui glissaient sous les pas de Laura, accentuant la tension de chaque instant, comme si la montagne elle-même retenait son souffle face à cette tentative désespérée.
À mi-chemin, Laura aperçut enfin plus distinctement la silhouette de Jennifer, immobile, étendue en contrebas, une vision qui lui serra immédiatement le cœur, car même si elle ne pouvait pas encore déterminer son état, l'absence de mouvement était loin d'être rassurante. Elle accéléra légèrement sa progression malgré le danger, guidée par une urgence qui surpassait désormais toute prudence, et lorsqu'elle atteignit enfin Jennifer, elle s'agenouilla à ses côtés, le souffle court, les mains tremblantes. Dans cet instant suspendu, elle chercha un signe, une respiration, un battement, n'importe quoi qui pourrait confirmer que tout n'était pas perdu, son esprit oscillant entre espoir et peur, incapable de se préparer à l'une ou l'autre des possibilités. Pendant ce temps, en haut, Barbara et les autres attendaient, incapables de voir ce qui se passait réellement, dépendant du moindre geste de Laura pour comprendre l'issue de cette situation, une attente qui semblait durer une éternité. Au même moment, à Marseille, Ophélie ne parvenait plus à ignorer l'angoisse qui l'envahissait, une sensation diffuse mais persistante, comme si tous les événements autour d'elle convergeaient vers une seule et même menace, celle de la révélation de son secret. Elle repensait aux paroles de Vanessa, à la vente imminente de la villa, à l'arrivée prochaine de nouveaux occupants, et plus elle y réfléchissait, plus l'idée que le passé puisse refaire surface devenait insupportable, presque inévitable. Vanessa, de son côté, continuait d'avancer ses pions avec une précision calculée, mais derrière cette apparente maîtrise, une inquiétude grandissait, alimentée par les incohérences qu'elle commençait à percevoir, comme si quelque chose lui échappait encore. Dans le massif, Laura resta un instant figée auprès de Jennifer, le regard perdu, comme si elle venait de comprendre quelque chose que les autres ignoraient encore, un instant suspendu qui semblait contenir toute la gravité de la situation. Puis, lentement, elle leva les yeux vers le sommet, cherchant à croiser le regard de Barbara, comme pour transmettre une information que les mots ne pouvaient encore formuler, laissant planer une incertitude encore plus lourde que le silence précédent. À cet instant précis, tout semblait suspendu entre deux réalités, celle de la perte irréversible et celle d'un espoir fragile, et personne ne pouvait encore dire de quel côté la balance allait pencher, tant la situation restait incertaine. Ainsi, alors que la montagne gardait son silence et que chacun retenait son souffle, une vérité s'imposait peu à peu. Ce qui se jouait en contrebas allait marquer un tournant décisif, non seulement pour Jennifer, mais pour tous ceux qui étaient liés de près ou de loin à ce drame. Le souffle court, les mains tremblantes, Laura resta figée quelques secondes auprès de Jennifer, comme si son esprit refusait de traiter l'information qui s'imposait à elle, incapable de déterminer immédiatement si ce silence apparent signifiait la fin ou simplement une pause fragile entre deux battements de vie. Puis, dans un réflexe presque instinctif, elle approcha sa main du visage de Jennifer, cherchant une trace de chaleur, une respiration imperceptible, quelque chose qui pourrait contredire l'image glaciale que lui renvoyait le corps étendu devant elle, suspendu dans une attente insoutenable. À cet instant, un léger mouvement, à peine perceptible, traversa les lèvres de Jennifer, un souffle fragile mais bien réel qui fit basculer Laura de la peur absolue à un espoir brûlant, aussi soudain qu'incontrôlable, comme si la vie venait de reprendre ses droits contre toute attente. Ce signe, infime mais décisif, transforma immédiatement son attitude, remplaçant la sidération par une urgence maîtrisée, et elle se mit à vérifier plus attentivement son état, constatant que malgré la chute, Jennifer respirait encore, même si son corps portait les marques évidentes du choc. En haut, Barbara, incapable de distinguer clairement ce qui se passait, interpréta le silence prolongé comme un mauvais présage, son cœur se serrant à mesure que les secondes passaient sans réponse, imaginant le pire sans pouvoir s'en empêcher. Lorsque Laura leva finalement la tête et cria que Jennifer était vivante, un souffle de soulagement traversa le groupe, brisant la tension accumulée, même si ce soulagement restait fragile, car la situation demeurait critique et rien ne garantissait encore une issue favorable. Yolande, bouleversée, laissa échapper un sanglot qu'elle ne chercha pas à contenir, comme si la peur accumulée venait enfin de trouver une issue, libérant une émotion qu'elle avait jusque-là maintenue sous contrôle. Mais ce moment de répit fut de courte durée, car la réalité reprit immédiatement ses droits, rappelant à tous que Jennifer restait en danger et que le temps jouait contre eux, transformant cet espoir naissant en une course contre la montre. Laura, consciente de l'urgence, tenta de stabiliser Jennifer du mieux qu'elle le pouvait, improvisant avec les moyens à sa disposition, son esprit oscillant entre les gestes à accomplir et la nécessité de garder son calme pour ne pas aggraver la situation. Pendant ce temps, en haut, Barbara comprit qu'il fallait agir vite, et chercha un moyen de descendre à son tour ou d'aider Laura depuis sa position, consciente que rester passive n'était plus une option dans une situation aussi critique.
Nadia, de son côté, semblait déstabilisée par ce retournement, comme si le fait que Jennifer soit encore en vie remettait en question l'équilibre qu'elle pensait avoir instauré, la confrontant brutalement aux conséquences de ce qui venait de se produire. Son regard, autrefois assuré, trahissait désormais une hésitation nouvelle, révélant une faille dans son contrôle, comme si la réalité de la situation lui échappait peu à peu, la forçant à reconsidérer ses propres choix. Le braconnier, quant à lui, resta silencieux, mais son attitude indiquait clairement qu'il ne comptait pas abandonner aussi facilement, maintenant une tension constante qui empêchait toute véritable détente, rappelant que le danger était toujours présent. Au commissariat, les choses s'accéléraient également, car les éléments recueillis permettaient désormais de localiser plus précisément la zone de recherche, poussant Bauer à organiser une intervention qui devenait de plus en plus urgente. Morgan, sentant que le moment décisif approchait, insistait pour que l'équipe se prépare à intervenir sans délai, consciente que chaque minute pouvait faire la différence entre la vie et la mort pour les personnes sur le terrain. Dans le même temps, Stanislas confirmait certaines informations, réduisant progressivement l'incertitude qui entourait la localisation du groupe, permettant ainsi d'envisager une action plus concrète dans un avenir immédiat. Sur le terrain, Laura tenta de parler à Jennifer, espérant maintenir un lien, même fragile, avec elle, consciente que la conscience pouvait être un facteur déterminant dans sa survie, même si chaque réponse restait incertaine. Jennifer, entre deux respirations difficiles, semblait lutter pour rester présente, comme si son corps refusait de céder malgré la violence du choc, offrant à Laura une raison supplémentaire de se battre pour elle. Barbara, de son côté, chercha à détourner l'attention de Nadia et de son compagnon, tentant de gagner du temps en engageant une discussion qui, bien que tendue, permettait de maintenir une forme d'équilibre, empêchant une nouvelle explosion de violence. Cette stratégie, risquée mais nécessaire, permit de stabiliser temporairement la situation, même si chacun savait que cet équilibre restait précaire et pouvait se rompre à tout moment. Pendant ce temps, à Marseille, Ophélie était de plus en plus envahie par une angoisse qu'elle ne parvenait plus à contrôler, comme si tous les événements autour d'elle convergeaient vers une révélation imminente. Elle imagina Thomas et Gabriel s'installant dans la villa, marchant dans le jardin, découvrant ce qui était enfoui, et cette vision la paralysa, rendant toute autre pensée secondaire face à cette menace grandissante. Vanessa, quant à elle, poursuivait ses démarches pour accélérer la vente, mais son intuition la poussait à rester vigilante, consciente que quelque chose lui échappait encore, une vérité qu'elle n'avait pas encore pleinement identifiée. Dans le massif, la situation restait critique, mais une chose était désormais certaine. Jennifer avait survécu à la chute, et cette simple réalité suffisait à redonner de la force à ceux qui refusaient d'abandonner. Laura, les mains toujours posées sur elle, sentit une détermination nouvelle l'envahir, une volonté de la ramener vivante coûte que coûte, même si cela impliquait de prendre des risques supplémentaires. En haut, Barbara échangea un regard avec Yolande, un regard chargé d'émotion mais aussi de résolution, comme si ce drame venait de souder encore davantage ceux qui y étaient confrontés. Et dans cet instant suspendu, entre danger et espoir, chacun comprit que le pire n'était peut-être pas encore derrière eux, mais que tant que Jennifer respirait, tout restait possible, même au cœur du chaos. Dans la lumière écrasante du massif, alors que chaque respiration de Jennifer semblait suspendue à un fil invisible, Laura sentit que le temps n'était plus une notion abstraite mais une pression constante, un poids qui s'accumulait sur ses épaules à chaque seconde qui passait sans aide extérieure. Elle tenta de maintenir Jennifer consciente, parlant doucement, cherchant à la retenir dans cet espace fragile entre présence et abandon, comme si chaque mot pouvait agir comme une encre, empêchant son esprit de sombrer définitivement dans l'inconscience. Jennifer, malgré la douleur qui la traversait, semblait répondre par de faibles signes, un mouvement imperceptible, un souffle irrégulier, autant d'indices qui alimentaient l'espoir tout en rappelant la gravité de son état, comme une lutte silencieuse entre le corps et le choc subi. En haut, Barbara comprit que l'équilibre ne tiendrait plus longtemps, et que la moindre erreur pouvait provoquer une nouvelle explosion de violence, ce qui la poussa à rester concentrée sur Nadia et son compagnon, maintenant un dialogue tendu mais nécessaire pour éviter une escalade. Nadia, de son côté, paraissait de plus en plus perdue dans la situation qu'elle avait contribué à créer, son regard oscillant entre défi et incertitude, comme si la réalité de ce drame venait fissurer les certitudes qui l'avaient guidée jusque-là. Le braconnier, toujours armé, restait une menace latente, mais son silence indiquait une forme d'attente, comme s'il évaluait lui aussi les conséquences de ce qui venait de se produire, conscient que la situation pouvait lui échapper à tout moment. Pendant ce temps, au commissariat, la décision fut finalement prise d'intervenir,
car les informations recoupées ne laissaient plus de place au doute, et Bauer ordonna une mobilisation rapide, déterminée à mettre fin à une situation devenue trop dangereuse pour être laissée sans réponse. Morgan, en entendant cet ordre, ressentit un mélange de soulagement et d'angoisse, consciente que l'intervention arrivait peut-être à temps, mais redoutant malgré tout ce qu'ils allaient découvrir une fois sur place, dans un contexte où chaque minute pouvait avoir changé la donne. Dans le même temps, Ophélie, toujours enfermée dans ses propres peurs, atteignait un point de rupture intérieure, incapable de supporter plus longtemps l'idée que son secret puisse être découvert, une angoisse qui la poussait à envisager des décisions impulsives, guidée davantage par la peur que par la raison. Elle comprit que la vente de la villa ne serait pas une solution suffisante, que déplacer le problème ne ferait que retarder l'inévitable, et cette prise de conscience la plongea dans un état d'agitation intense, comme si le passé refusait de rester enfoui. Vanessa, quant à elle, continuait d'avancer avec détermination, mais une tension nouvelle se lisait dans ses gestes, comme si son intuition lui murmurait que quelque chose d'essentiel lui échappait encore, une vérité prête à surgir au moment le moins attendu. Dans le massif, Laura sentit que Jennifer s'accrochait, que malgré la douleur et la chute, elle refusait de céder, et cette résistance devint pour elle une source de force, un rappel que tout n'était pas encore perdu. Elle resserra doucement sa prise, comme pour transmettre une énergie, une présence, refusant de la laisser seule face à ce combat invisible, dans un moment où la solidarité prenait le dessus sur la peur. En haut, Barbara aperçut enfin des mouvements au loin, des silhouettes qui se rapprochaient, et comprit que les secours arrivaient, une vision qui transforma instantanément l'atmosphère, faisant passer le groupe d'une tension extrême à une attente pleine d'espoir. Ce changement, bien que subtil, eut un impact immédiat sur chacun, comme si la perspective d'une aide extérieure venait alléger le poids qui pesait sur eux depuis le début de cette épreuve. Nadia, voyant approcher cette intervention, comprit que le temps lui était désormais compté, et que les décisions qu'elle prendrait dans les prochaines secondes détermineraient son avenir, une pression qui accentua encore son trouble intérieur. Le braconnier, quant à lui, sembla hésiter pour la première fois, son assurance vacillant face à la perspective d'une confrontation avec les forces de l'ordre, révélant une faille dans son attitude jusque-là implacable. Dans ce moment charnière, Laura resta concentrée sur Jennifer, refusant de se laisser distraire par ce qui se passait autour, comme si tout son univers s'était réduit à cette mission unique, la maintenir en vie jusqu'à l'arrivée des secours. Jennifer, dans un effort visible, sembla tenter d'ouvrir les yeux, un geste infime mais porteur d'une signification immense, comme si elle revenait lentement à la surface après avoir été aspirée dans un abîme silencieux. Ce simple mouvement suffit à confirmer ce que Laura espérait depuis le début. Jennifer était toujours là, toujours en train de lutter, et cette certitude transforma la peur en détermination pure. Lorsque les secours atteignirent enfin le groupe, l'agitation reprit brusquement, rompant le silence qui avait dominé jusque-là, chaque geste devenant précis, rapide, guidé par l'urgence de la situation. Laura recula légèrement pour laisser place aux professionnels, mais resta à proximité, incapable de s'éloigner totalement, comme si un lien invisible la retenait encore auprès de Jennifer. En haut, Barbara et Yolande laissèrent enfin retomber la tension, leur corps cédant sous le poids de l'émotion accumulée, conscientes d'avoir frôlé le pire sans y succomber totalement. Pendant ce temps, Nadia et son compagnon se retrouvèrent face à une réalité qu'ils ne pouvaient plus contrôler, marquant la fin d'un affrontement et le début des conséquences, inévitables, de leurs actes. À Marseille, les trajectoires continuaient de se croiser sans encore se rejoindre, Ophélie enfermée dans sa peur, Vanessa dans ses soupçons, et chacun avançant vers une révélation qui semblait désormais inévitable. Ainsi, tandis que le massif retrouvait peu à peu son calme apparent, une vérité s'imposait avec force. Ce drame n'était pas une fin, mais un tournant, un moment où chaque personnage venait de franchir une limite qui changerait durablement le cours de son histoire.